Alors, voilà. Hop. Hop. Hop là. Ah non, 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 pas cette chanson, hein. J'ai dit pas cette chanson, merde. Merci. Putain. Aujourd'hui les petits potes, on met le cap vers la Pologne, à environ une petite heure de route de Cracovie, afin de visiter Energylandia, parc dans lequel je retournais 6 ans après ma première visite, étant donné que je l'avais déjà visité en 2019. Et qui dit Energylandia plus 6 années sans visiter le parc, dit forcément un bon paquet de nouveautés à découvrir, étant donné que jusqu'à récemment, le parc nous pondait régulièrement de nouvelles attractions à nous mettre sous la dent, et ce jusqu'à ce que l'Europe ferme les vannes du financement qui permettaient au parc de se développer. L'épisode d'aujourd'hui s'attardera donc sur les nouveautés ouvertes depuis notre dernière visite, mais si vous voulez un regard complet sur l'offre d'Energylandia, eh bien je vous renvoie à ma précédente vidéo que j'avais réalisée sur le parc en cliquant sur le lien en haut à droite ou en allant voir le lien dans la description. Je remercie très vivement la Clé des Parcs, une agence de voyage spécialisée dans les parcs d'attractions, de m'avoir invité afin de profiter de ce séjour en compagnie d'une belle pelletée de passionnés, une configuration toujours très amusante pour visiter des parcs d'attractions et pour ramener des souvenirs plein la caboche, que ce soit dans les parcs ou en dehors. C'était la 4e fois que je participais à un voyage organisé par la Clé des Parcs. On a fait l'Italie, on a fait l'Allemagne, on a fait les Pays-Bas et donc maintenant on a fait la Pologne, et c'est vraiment toujours organisé aux petits oignons. Le grand avantage, c'est que si vous n'avez personne avec qui partir ou personne qui serait intéressé à l'idée de faire un voyage orienté autour des parcs d'attractions, ou alors si vous avez la flemme d'organiser quelque chose en prenant en compte les transports, l'hôtel, les restos, les entrées de parc, eh bien il s'occupe de tout. Et donc force est de constater qu'en cas de voyage, ça a toujours été nickel, et l'ambiance est toujours vraiment au top. Et puis il y a toujours de très chouettes choses qui arrivent, toujours de très chouettes choses de programmer. Par exemple, tous les ans, il y a une journée organisée à Freipertuis City, pas une journée comme les autres, une journée qu'organise la Clé des Parcs, donc conjointement avec le parc, où il y a toujours des choses incroyables de mise en place afin de passer un moment inoubliable. Il y a aussi par exemple des séjours à Efteling réservés aux filles qui sont en train d'être prévus, des séjours en Angleterre qui sont déjà prévus pour l'année prochaine, et également des séjours en dehors de l'Europe. Il y a vraiment de très belles choses à venir. Alors que vous souhaitiez partir en groupe lors d'un voyage organisé, ou alors que vous souhaitiez obtenir un devis sur mesure pour votre voyage perso, eh bien n'hésitez pas à passer par eux. Ils s'occuperont de tout, quelles que soient vos envies et quelle que soit la destination. Vous trouverez au besoin le lien du site La Clé des Parcs en description de cette vidéo. En attendant, je vous laisse venir avec moi pour voir comment Energylandia a évolué en 6 ans, et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 6 ans après notre précédente visite, nous actuons en ce jour notre grand retour à Energylandia, un parc polonais ouvert en 2014, une donnée toujours aussi hallucinante quand on se dit qu'en 11 ans, la destination a réussi à s'imposer comme l'un des sites majeurs de l'industrie du loisir en Europe. Depuis notre dernière visite, le parc a continué à empiler les nouveautés avec pas moins de 2 nouveaux quartiers, en l'occurrence Sweet Valley et Aqualantis, 2 nouveaux quartiers qui abritent un total de 5 coasters sortis de terre en à peine 6 ans. Ah bah ça, autant avant que le parc ne soit créé, la parcelle était littéralement un champ de patates, autant maintenant on peut considérer qu'il s'agit là d'un véritable champ de coasters. Et encore, depuis quelques années, le parc ne peut plus compter sur l'argent de l'Europe comme il a pu le faire jusqu'ici pour ouvrir des attractions à l'appel. De fait, ils ont mis le frein sur les investissements et ont envoyé au cachot leur alléchant projet de Tilt Vekoma. Et par extension, vous verrez également les coupes budgétaires flagrantes qu'ont subi certaines installations qui ont ouvert ces dernières années et que nous nous apprêtons à découvrir lors de ce séjour. Aujourd'hui, Energylandia dispose de 20 coasters, soit autant qu'à Cedar Point, parc avec lequel il partage le record du plus grand nombre de coasters du monde. Sauf qu'à Cedar Point, il y a un coaster interdit aux adultes et qu'à Energylandia, aucun coaster n'est interdit aux adultes. Donc oui, en une journée, on peut ajouter plus de crédits à Energylandia qu'à Cedar Point à l'heure actuelle. Mais aussi, on peut dire qu'à Cedar Point, sur les 20 coasters présents, la plupart sont d'énormes machines à 25 millions de dollars, mais qu'à Energylandia, la plupart sont des junior coasters à l'intérêt assez limité. Comme nous allons passer beaucoup de temps sur le parc et que nous sommes accompagnés de nombreux first-timers, tous ces junior coasters et autres joyeusetés, va falloir les refaire. Et ça, c'est bien la plus grande punition lorsqu'on visite Energylandia avec des chasseurs de crédit qui visitent le parc pour la première fois. Bon, je vous cache pas qu'à peine arrivé sur le parc, je me serais éclipsé pour me faire un tour d'Hyperion en toute discrétion, parce qu'il n'y avait quasiment
quasiment pas d'attente, que le groupe attendait pour récupérer des autorisations de filmer dans les attractions et qu'il fallait bien que je m'envoie un coaster de qualité avant de m'enchaîner une bonne ribambelle de merdouille. Mais promis, je vous reparlerai plus en détail d'Hyperion tout à l'heure. Bah ouais, celui-là, je peux vous faire languir un peu parce que je le découvrais pas, je l'avais déjà raidé lors de ma précédente visite. Donc si vous voulez un avis en avance, eh bien n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente consacrée au parc. Alors c'est parti pour cette nouvelle visite d'Energylandia. Et non, nous n'embarquerons pas dans ce raft signé SBF parce qu'on a suffisamment de saloperies à faire comme ça ici. Et en parlant de saloperies, on va se lancer sans plus tarder sur Viking Roller Coaster, un grand 8 que je n'étais pas particulièrement heureux de retrouver car l'un des pires coasters jamais conçus par SBF. Et ça en dit long sur la qualité de la machine. Au programme, une One Mouse, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des trains d'un inconfort surréaliste, des trains possédant des harnais en forme d'étau qui ne manqueront pas de vous envoyer chez le dentiste, des trains négociant péniblement un parcours où chaque transition vous fera perdre un ou deux chicots, et un système de freinage d'une brusquerie indécente. Bref, c'est définitivement du bonheur, et on se demande comment un coaster si lent peut être si mal foutu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site Captain Coaster, vous verrez que le coaster trône fièrement à la dernière place du classement, avec un score évalué à 0,3%. Ah bah oui, c'est pas terrible cette affaire. Si vous vous souvenez de ma précédente vidéo consacrée à Energylandia, vous vous rappelez que ce parc, c'était clairement pas la foire au bon goût, et que côté théma, c'était plutôt la fête à neuneux. Nos first-timers du jour auront donc eu le plaisir de découvrir ce temple inca digne des plus belles devantures de la foire du trône, un édifice faisant face à ce restaurant tout droit sorti des plus belles aires de repos de l'autoroute A6, rendant un vibrant hommage à l'architecture dépaysante du parc Spirou. De fait, vu qu'on est dans le coin, autant en profiter pour aller voir ce qui se cache derrière le temple inca, et vous serez certainement heureux d'apprendre qu'il s'agit d'un shoot de shot Intamin nommé Anaconda, un shoot de shot qui nous promettait une bonne dose de déco sur les concept art, mais visiblement, la déco, elle s'est perdue dans les entrepôts de FedEx. Contrairement à bon nombre de ses homologues, ce shoot de shot nous propose un circuit comptabilisant 2 descentes, la deuxième étant plus grande que la première, comme de coutume dans ce genre de configuration. Par contre, la première descente s'avère bien plus humide que la seconde qui fait le double de taille, et ça, c'est le petit piège qui va bien. Ah, et puis tiens, je vous fais un petit plan de la gare et du panorama vu depuis le pont d'observation, parce que vraiment, on pourrait presque se croire à Animal Kingdom en plissant un peu les yeux. Vous vous souvenez certainement du superbe Dark Ride interactif du parc que je vous avais fait découvrir lors du précédent épisode consacré à ce parc? Ouais, parce que c'était quand même vachement sympa cette affaire, vous ne trouvez pas? Eh bien, vous serez sûrement heureux d'apprendre que ce Dark Ride a été totalement rethématisé, qu'il n'est plus un Dark Ride interactif, mais un Dark Ride tout court, et qu'on ne comprend toujours absolument rien à ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ses créateurs eux-mêmes sachent réellement de quoi il en retourne. Le concept reste donc le même que la première mouture, à savoir qu'on n'a pas vraiment droit à un Dark Ride découpé en salles qui aiderait à faire progresser la narration, mais à une accumulation d'objets et d'éléments de décor, comme si nous progressions dans un vieux hangar stockant des animatroniques désuets dont on n'arriverait pas à se débarrasser. Il n'y a aucun travail sur la scénographie, aucun travail sur l'ambiance, tout est fouillis, tout est brouillon, balourdé sans cohérence et sans envie, c'est vraiment une attraction ni faite ni à faire. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il faut absolument pas faire lorsqu'on travaille sur la conception d'un Dark Ride, venez faire Monster House, parce que c'est vraiment un cas d'école, dans la nullité du truc vous explosera à la gueule. La meilleure scène étant sans doute cette issue de secours qui a sûrement demandé un énorme brainstorming de toutes les équipes créatives du parc pour réfléchir à comment la dissimuler au mieux. Et on se dit que vraiment, si c'était pour nous pondre une merde pareille, c'était inutile de toucher à la version précédente. Ça leur aurait permis d'économiser de l'argent, et c'était limite moins mauvais que ce Glooby-Boulga aussi indigent qu'indigeste. Après la redécouverte de ce Dark Ride ultra pété, place à la redécouverte de la mythique salle des fêtes de Ponto Combo, une salle abritant un cinéma 4D on ne peut plus mémorable qui prend place au sein de cette pyramide. Parce que pourquoi pas, et parce que pourquoi vous venez m'emmerder avec vos histoires de cohérence, vous? Grande déception cependant, le film diffusé était annoncé comme étant le formidable Alice au pays des merveilles qui nous avait émerveillés, donc en 2019, mais là dans une toute nouvelle version, certes faite avec le fion, rassurez-vous, mais beaucoup moins lunaire que celle diffusée jadis. Parce que oui, avant, Alice au pays des merveilles à Energylandia, c'était ça. We're late! We're late! Hurry! We're late! They're waiting for us! Look! Time's a-wasting! Hey, Mr. Rabbit, where are we going? To the tea party, of course!
Ah bah je sais que ça vous fait rêver, oui. Bon, reste quand même que les mouvements des sièges ne coïncident pas du tout avec le film, que les sièges sont désynchronisés entre eux, faisant que vous ne ferez pas les mêmes mouvements que votre voisin, et encore, vous pouvez aussi tomber sur des sièges qui ne bougent absolument plus, mais l'essentiel, c'était pas les mouvements des sièges, c'était bien le film, et le film, bah on l'a plus. Et comme c'est plus notre petite pépite de l'époque, ça n'a donc plus aucun intérêt. Dans la catégorie les first-timers auront notre peau, nous retournerons également voir comment se porte le Triangle Coaster signé par SBF et portant le doux nom de Mars, une petite merveille ouverte en 2014 qui nous avait foutu sur le cul à l'époque de par sa thématisation digne d'une énorme fosse à caca d'Alien. Eh bien, rassurez-vous là aussi, c'est toujours aussi moche, genre d'une laideur à s'en crever les yeux, faisant de cette thématisation en résine particulièrement hideuse l'une des pires d'Energylandia, et sans le problème l'une des pires d'Europe, jouant carrément dans le même championnat que le superbe Bonbonland situé au Danemark. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit tour de Ranger encore signé SBF nommé Space Gun? Ou alors on retourne faire Alice au pays des merveilles dans la pyramide de Khéops? Bah non, on va plutôt continuer à faire créditer les first-timers, avec notamment un tour de Circus Coaster qui n'est autre qu'un Dragoon Coaster signé des mains expertes des Italiens de SBF. Ah bah, ils ont la carte de fidélité chez Energylandia, oui. Bah ouais, dans ce parc, t'as 48% de chance que ce soit signé Vekoma, 48% de chance que ce soit signé SBF, et les autres constructeurs se partagent les 4% restants. Bon, allez, ça fait plus 1, ils sont contents, on peut maintenant les emmener voir la suite. La suite, ce ne sera pas du côté de ce booster signé Fabry, donc typiquement le genre de booster que vous pouvez trouver dans les fêtes foraines, parce que, bah, je pense que vous le remarquerez comme des grands, mais il en manque quand même un petit bout du booster. Du coup, on traverse le parc qui dispose d'un master plan complètement aux fraises, un peu comme si la circulation des visiteurs n'avait jamais été véritablement réfléchie, et on passe dans cette fosse creusée sous la route afin de passer de l'autre côté du parc, là où se trouve la zone de Zadra, ainsi que les deux nouvelles zones que nous nous apprêtons à découvrir. Et alors, autant je me disais lors de ma précédente visite que le Klugheim version Wish d'Energylandia mettait le parc sur de bons rails, me donnant le sentiment que le parc prenait conscience de l'importance d'une thématisation soignée, autant parfois le trop plein d'ambition joue complètement en leur défaveur, et même parfois c'est juste d'une incommensurable laideur. Et du coup, puisque depuis tout à l'heure on est dans les trucs pas très reluisants, poursuivons donc le chapitre de la laideur avec Sweet Valley, la zone la plus récente ouverte par le parc, puisqu'elle a accueilli ses premiers visiteurs en 2024. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Sweet Valley? Eh bien c'est une zone qui va chercher son inspiration du côté d'Hansel et Gretel, mais le Hansel et Gretel super cheap et laid qu'aurait pondu une version alpha de Midjourney, tu vois. C'est un quartier qui est criard, à la thématisation grossière et balourde, et surtout, la zone est conçue telle qu'on ne le fait plus depuis bien longtemps maintenant. J'entends par là qu'à l'instar de la zone de Zadra, celle-ci est construite en couloir. Un couloir le long duquel on retrouve des façades, quelques petits flats et les entrées des coasters locaux. Par contre, si la zone de Zadra est conçue ainsi, elle a au moins pour elle d'avoir Zadra, donc d'avoir un vrai point d'accroche visuel. À Sweet Valley, il n'y a pas de Zadra, les attractions autres que les flats sont planquées et il n'y a aucun point d'accroche visuel. Pas un BTM ou un Phantom Manor de Frontierland, pas un bateau pirate d'Adventureland, pas un Space Mountain de Discoveryland, pas même le phare d'un Dock World à Walibi Belgium. Y a rien qu'un gloubi-boulga de bâtiment pas beau du tout qui agresse l'œil plus qu'il ne l'attire. Et la perspective n'évolue jamais à mesure qu'on progresse dans la zone. C'est encore une fois des choses qu'on ne fait plus lorsqu'on réfléchit au design d'une zone, c'est un truc fait à l'arrache, sans réflexion d'aucune sorte, ce qui rend toute promenade dans Sweet Valley absolument dénuée d'intérêt. Par contre, vous inquiétez pas, ils n'ont pas oublié les attrape-couillons, et ce ni dans cette zone, ni dans la zone suivante que je vous présenterai ensuite. Côté attraction, on y trouve un carrousel à 2 étages signé SBF, un Magic Tree pondu par Gossetto, un Teacups Zamperla pas forcément du meilleur goût, et également un Samba Balloon lui aussi signé Zamperla, parce que SBF n'a pas le monopole du marché italien, faut-il le rappeler. Mais enfin nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont bien les crédits, et Sweet Valley en comporte 2, que nous allons essayer sans plus tarder. Le premier d'entre eux, c'est aussi le plus mignon, enfin ça va pas être compliqué, vous le verrez, à savoir Oni Harbor, un family coaster conçu par Vekoma et ouvert en 2024. La bestiole propose un parcours de 254 mètres de longueur, 11 mètres de hauteur pour une vitesse de 46 km/h. Il s'agit ici précisément du même modèle que Wild West Coaster qui a ouvert cette année à Winoland, à savoir le modèle Calypso, le 4e avec Dino Dash à Emerald Park en Irlande et Pine Tree Rocket à Fanta Wild Wonderland, parc situé près de Suzhou en Chine. Ici, comme d'habitude à Energylandia, la file est complètement disproportionnée, sa taille est totalement démesurée tant elle est longue, mais ça c'est clairement un élément de conception non dissociable d'Energylandia. Concernant le coaster en lui-même, il s'agit d'une belle petite machine familiale et d'une belle évolution des family coasters du constructeur hollandais. C'est évidemment très soft en termes de sensations, mais pour les gamins ça fait amplement l'affaire, avec quelques jolies petites poussées de jet positif. C'est également un coaster très fluide qui propose un parcours au sein duquel les virages s'effectuent tout en souplesse grâce à des transitions parfaitement calculées.
stylé. Donc vraiment, on est à des années-lumière de ce que Vekoma pouvait faire avec ses roller skaters type K3 à Plopsaland. Donc on valide ce modèle Calypso en se disant qu'en plus de ça, la théma de ce coaster est choupie par endroits. Quand bien même le bâtiment derrière m'évoque des entrepôts de la zone industrielle de Lieusaint sur lesquels on aurait mis des façades en résine particulièrement dégueu. Mais enfin, ça va clairement pas être plus dégueu que ce qui va suivre parce qu'alors là, vous allez voir qu'on va atteindre un niveau de laideur à faire frémir les designers de Freizeitland Geiselwind. Et pourtant, c'est des mecs assez chevronnés dans leur domaine, ouais. Et le caca, je vous l'introduis en pleine face avec l'entrée absolument abominable de Choco Chip Creek, le second coaster de cette zone qui n'est autre qu'un Mine Train Vekoma ouvert lui aussi en 2024. Ah bah oui, hein, je vous avais prévenu que ce serait vraiment pas beau. Genre, je vois très bien ce qu'ils ont essayé de faire, mais là, on a juste envie de leur demander d'arrêter d'essayer de faire des trucs. Non mais le rendu, les couleurs, la texture avec ce béton projeté qui fait archi bas de gamme, le design, y a vraiment rien qui va. Et puis je ne parle même pas des casiers incrustés dans le mur avec un imprimé à chier des caillots de sang par les yeux, c'est vraiment non de chez non cette affaire. Allez, entrons dans la file, une file assez vilaine et encore une fois bien trop grande, comme d'hab avec Energylandia, et une file qui parfois nous rappelle un peu celle de Chiapas à Phantasialand, la déco cheap en plus et le bon goût en moins. Et puis bah, autre argument et pas des moindres, y a pas la BO de Chiapas. Mais alors, Choco Chip Creek, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est un Mine Train Vekoma, avec un parcours haut de 16 mètres, long de 1200 mètres et atteignant la vitesse de 55 km/h. C'est également un parcours de Junior Vekoma qui semble juste avoir été étiré et adapté à un Mine Train, parce que finalement, le ride ne nous propose pas grand chose. C'est très long, trop long, un peu comme un exposé d'un enfant de 5ème qui a préparé 4 lignes mais qui doit tenir 20 minutes sur son sujet. Le ride nous propose un même pattern répété ad nauseam, c'est-à-dire pendant les 3 minutes que dure l'attraction. Ce pattern, c'est un lift, des hélix à n'en plus finir, puis un autre lift, des hélix à n'en plus finir, puis un autre lift et des hélix à n'en plus finir. Avec parfois un semblant de camelback trop étiré sur lequel il ne se passe rien. Au final donc, 3 lifts, une tétrachée d'hélix, 2 petites bosses très étirées et inoffensives et circuler monsieur dame. Alors oui, on a de temps en temps un peu de jet dans des hélix plus serrés que d'autres, mais finalement, le parcours ne propose rien de franchement très intéressant et semble avoir été designé surtout dans le but de recevoir de la déco et de permettre des interactions avec la dite déco. Sauf que sur ce train de la mine, il semble manquer l'essentiel, à savoir la mine. Ah bah ça, on a bien une belle structure en acier qui végète au sein du ride, mais il y a que la structure, hein, y a rien pour aller dessus. Ah bah quand je vous disais que le trop plein d'ambition pouvait parfois se retourner contre eux, bah vous avez là un parfait exemple. Bref, entre l'entrée dégueulasse, la file pas bien jolie, le ride assez inintéressant et la structure squelettique qui attend désespérément qu'un petit élément de déco l'aide à passer l'hiver, le bilan pour ce Choco Chip Creek n'est quand même pas bien positif. C'est mieux qu'un Calamity Mine à Walibi Belgium qui est quand même bien calamiteux, hein, faut se le dire, mais c'est à des années-lumière d'un Big Thunder Mountain à Disney ou d'un Colorado Adventure à Phantasialand. D'ailleurs, j'en ai quand même entendu dire que c'était meilleur que Colorado Adventure. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature, y compris les goûts de merde. Et quitte à rester dans la catégorie des projets trop ambitieux qui manquent cruellement de pognon pour parfaire leur réalisation, allons voir ce qui se passe du côté d'un autre quartier du parc sorti de terre depuis notre dernière visite, à savoir Aqualantis. Premier point commun avec Sweet Valley, c'est grossier, et on sent aussi que le projet de départ s'est rapidement retrouvé confronté à des réalités de marché qui ont mené à de très grosses coupes budgétaires, aussi flagrantes que malheureuses. Parce que ce qui était proposé sur les concept art, à savoir la réalisation d'une véritable cité gouvernée par les eaux, est à des années-lumière de ce qui nous est proposé au final. Le quartier est un peu terne, un peu triste, manque cruellement de finition, les matériaux font cheap, les bâtiments très carrés ne proposent aucun relief, avec des portes backstage bien visibles et des boîtiers électriques bien apparents. Le quartier se retrouve avec des enceintes même pas dissimulées collées là où il y a de la place, avec des salles de jeu ouvertes sur la rue dans lesquelles on retrouve des bornes de jeu criardes posées sur un carrelage pas du tout raccord avec la direction artistique de la zone. Notre regard est attiré par un élément extra-diégétique profondément disgracieux et qui est cette antenne trônant sur le toit d'un bâtiment situé au centre du quartier. Et puis pour une zone qui s'appelle Aqualantis, ça manque quand même franchement d'eau cette affaire. On a effectivement un petit lac en périphérie de la zone avec lequel interagissent quelques attractions, mais ça donne pas vraiment l'illusion d'une cité régie par les eaux. Ça donne juste la sensation que c'est un lac banal qu'on pourrait coller dans n'importe quelle zone. Et au final, à part des bassins situés au pied d'Abyssus, bassins dont on ne profite pas vraiment quand on arpente la zone, bah y a pas grand chose quoi. Autrement dit, c'est un peu une foirade cette affaire, foirade qui vient très clairement d'un manque de budget pour concrétiser le projet pensé initialement. Et honnêtement, je préfère nettement un parc beaucoup plus sobre dans la thématisation mais qui nous emballe les choses avec goût, en soignant par exemple les espaces verts et l'intégration de ces installations,
plutôt qu'un parc qui pond de la théma bas de gamme histoire de dire qu'il y a de la théma, parce que là, ça tourne très vite à l'indigestion. Et quand on se lance dans un projet de la sorte, soit on y va à fond, soit on n'y va pas du tout, parce que cet entre-deux proposé laisse un arrière-goût d'inachevé, amer et désagréable. C'est vraiment pas un quartier dans lequel il est agréable de se promener, c'est assez dénué d'intérêt, et on préférera très nettement la proposition du Klugheim local, qui est certes loin de tenir la comparaison avec le véritable Klugheim de Phantasialand, mais qui laissait préfigurer des propositions plus convaincantes de la part d'Energylandia. Mais du coup, force est de constater que ce Klugheim du pauvre restera de loin le quartier le mieux thématisé du parc. Mais Aqualantis ne se résume pas qu'à un fignolage approximatif. Le quartier possède en effet 3 crédits et quelques attractions diverses que nous allons nous empresser de passer en revue. Penchons-nous d'abord sur les flat rides qui sont au nombre de 5, avec pour commencer Burning Engine, un Fire Brigade signé Zamperla et positionné très en retrait de la zone. D'ailleurs, faudra vraiment m'expliquer le rapport entre cet engin et la DA mythologique d'Aqualantis. Mais on n'est pas à ça près, hein. On trouvera également un Magic Bike Zamperla pour le plus grand bonheur des gamins, un Rockin' Tug Zamperla pour le plus grand malheur des gamins et de leur oreille interne, un Jump Around Zamperla parce que c'est vrai que ça manquait dans le catalogue, ainsi qu'un Twist and Splash non pas signé Mack Rides mais bien SBF, parce qu'on va quand même pas lâcher des thunes dans une attraction allemande quand sa copie italienne existe, faut pas déconner. Côté attraction aquatique, vous trouverez ce promène-couillon nommé Grotto Expedition, qui est donc un boat ride naviguant sur le lac de la zone, un boat ride qui ne possède pas de passage Dark Ride comme ça peut être le cas sur Merlin's Quest à Toverland, et qui de fait ne propose absolument aucun point de vue intéressant, si ce n'est sur le disco ainsi que sur le Family Boomerang de la zone, qui virevolte au-dessus du Dilac. Bref, c'est bien pour faire la sieste, pour faire 2-3 plans des 2 attractions suscitées, mais pour le reste, circuler, y a rien à voir. Mais de toute façon, si on est là, c'est pas pour moisir sur un flat ride italien ou dans un boat ride sans intérêt. Non, si on est là, c'est pour choper le +3 restant. Alors ne perdons pas de temps et lançons-nous à l'assaut de ces crédits qui n'attendent que nous. La première de ces réjouissances, c'est Tidal Wave Twister, un disco Zamperla ouvert en 2021, en même temps qu'Aqualantis. Disco qui est donc comptabilisé comme un crédit, étant donné que le circuit possède une bosse. Absolument rien de nouveau sous le soleil ici, il s'agit d'un disco tout ce qu'il y a de plus classique, l'attraction offrant néanmoins un joli effet en venant enjamber une allée du parc, une interaction qui n'est pas sans nous déplaire, d'autant que celle-ci emmène également ses passagers surplomber le lac de la zone, comme ça peut être le cas avec le disco du parc Astérix. Par contre, sachez que ce crédit se mérite, parce que si ce genre d'attraction a tendance à vous rendre malade, vous allez être aux anges, étant donné que les allers-retours s'enchaînent à n'en plus finir. C'est absolument interminable. Ah bah, au moins, s'il y a de l'attente, vous en aurez pour votre argent, parce que je ne compte plus le nombre de fois où on a franchi la bosse, mais on n'a clairement pas assez de doigts pour en tenir le compte. On aura tout de même réussi à en sortir sans dégueulis, mais ne montrez pas trop d'enthousiasme à l'opérateur, parce que certains de nos camarades se sont retrouvés un peu démunis lorsque ce même opérateur a décidé de les dispatcher une 2e fois d'affilée sans les laisser sortir, parce que ceux-ci faisaient semblant d'apprécier le moment. Ah bah, ça partait d'un bon sentiment, hein, mais nous concernant, je peux vous dire qu'on a bien fait exprès de rester de marbre pour que cette idée saugrenue ne revienne pas à l'esprit de cet opérateur démoniaque. Ah, et puis, avant de passer à la suite, je vous mets un petit plan de nerd pour satisfaire mon public de nerd, parce que je sais parler à mon audimat et que je mets tout en œuvre pour le satisfaire, comme vous pouvez en témoigner. Deuxième réjouissance d'Aqualantis, c'est Light Explorer, ce qui n'est autre qu'un Family Boomerang Vekoma, lui aussi ouvert en 2021, en même temps que la zone. Il s'agit du modèle 238 mètres Spirit, donc du même modèle que Quest à Emerald Park en Irlande, ou que Saven, situé à Farup Sommerland au Danemark. Côté stats, on est donc sur un coaster de 24 mètres de hauteur, 238 mètres de longueur, le tout poussant à 60 km/h. Et on est certainement sur le circuit qui m'a le plus convaincu venant d'un Family Boomerang Vekoma. Certes, c'est court, comme tous les coasters de ce type, mais le circuit très étiré ajoute néanmoins au sentiment de longueur. Et surtout, le parcours se compose en partie de boss twistés de type EGF Turn, où les curseurs ont certes été revus à la baisse, mais qui procurent néanmoins un joli effet de bascule, qui doit faire tout drôle aux jeunes riders à qui se destine ce type de machine. Le passage en avant pousse suffisamment le curseur de G pour qu'on trouve notre compte sur ce petit coaster familial, et l'implantation sur le lac ajoute clairement à l'appréciation positive qu'on se fait de la bête. Pour boucler la marche avant, on atteindra une flèche en double up, et pour initier la marche arrière, on dévalera évidemment cette même flèche en double up. On reprendra donc le parcours dans l'autre sens, séquence qui peut parfois donner la nausée, mais qui ici passe sans trop de problèmes, notamment dû au fait que la marche arrière ne dure pas bien longtemps. Au final, Light Explorers est un coaster sympathique qui passe comme une lettre à la poste, qui est fluide de tout ce qu'il faut, et qui s'avère être un bon ajout familial pour ce parc, quand bien même il s'agit de leur énième Junior Coaster, et de leur deuxième Family Boomerang. Mais vu qu'il s'agit du meilleur Grand 8 familial parmi leurs tétrachiers de Junior Coaster, on ne va pas crier au scandale. Bon, mais les Junior Vekoma, ça va un instant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de taper dans du coaster un peu plus costaud, à savoir dans
dans un Shockwave Vekoma, donc un modèle de looper nouvelle génération de la firme hollandaise. Et s'enthousiasmer à l'idée de pouvoir poser ses fesses sur une machine produite par Vekoma, je vous avoue que si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais jamais cru. Abyssus, c'est le nom de la bébête que nous allons tester ce jour. Une bébête qui est donc la star de ce quartier assez tristoun qu'est Aqualantis, une bébête elle aussi ouverte en même temps que sa zone en 2021, une bébête à la théma hyper cheap, presque sinistre par ce temps pluvieux, qui donne la sensation de visiter un parc chinois pondu à la va-vite à côté d'une ville dortoir déprimante. Une bébête mal intégrée avec des éléments techniques qui dégueulent de partout, mais une bébête qui possède néanmoins de très jolies courbes, et heureusement, parce que le parc n'a vraiment pas aidé à mettre tout ça en valeur. Il s'agit donc d'un coaster grimpant à 38 mètres de hauteur, possédant une longueur de 1316 mètres et atteignant la vitesse de 100 km/h. Autrement dit, on a là affaire à une très belle machine. Maintenant, si ces stats peuvent donner à saliver, et si sur le papier on se dit qu'il y a moyen qu'on passe un très bon moment, reste à voir ce que tout ça donne dans la pratique. Mais avant de découvrir tout ça, on place là aussi nos sacs dans des casiers. D'ailleurs, chaque grosse attraction dispose de casiers, pour lesquels vous pourrez prendre un bracelet moyennant quelques euros, bracelet qui sera valable toute la journée sur tous les casiers du parc. Et oui, je vous rassure tout de suite, ils sont tous quasiment aussi moches que ces casiers-là. On embarque donc dans ces trains faisant penser à des bateaux, parce qu'il faut bien être dans le thème, et proposant des harnais à veste souple qui sont loin d'être ce que je préfère en termes de confort, mais qui ici ne gênent pas trop pendant le ride. Pourtant, habituellement, j'ai souvent à me plaindre que ce harnais me compresse les épaules. Mais ici, force est de constater que c'est acceptable. C'est par exemple moins désagréable que sur le voisin Formula de ce point de vue. Après la dispatch, on effectue quelques mètres en avant pour arriver sur un premier launch, qui nous proposera une propulsion alors que nous sommes à l'arrêt, permettant un bon coup de kick pas forcément très puissant, mais suffisamment surprenant pour réveiller Tata Ginette qui se serait endormie entre temps. Bah ouais, parce qu'elle s'endort vite, Tata Ginette. On s'en va donc négocier une première partie de parcours tout en souplesse qui propose tout ce que pourrait proposer un chouette coaster familial moderne, avec quelques petits airtime amusants qui ne sont pas pour autant agressifs, entrecoupés par des virages qui manquent cependant un peu de peps. Mais bon, c'est la première partie du parcours, c'est une mise en jambe, et disons que c'est tout de suite beaucoup plus sympa qu'une bête anticipation curve qui nous aurait immédiatement amené vers le second launch du parcours. Ce second launch s'avérera donc être un boost, car il ne se fera pas à l'arrêt, mais bien en mouvement, et c'est vraiment un boost d'une mollesse assez abyssale, mais du coup, bah c'est raccord avec le nom de l'attraction. C'est à peine si on le sent, et c'est vraiment dommage de ne pas se faire agresser plus que ça. J'aurais adoré que celui-ci se fasse à la Maverick, avec un ralentissement une fois arrivé sur la zone de launch, pour que le train reprenne un bon coup de pied au cul une fois parvenu sur les LSM, mais là, l'accélération est bien trop douce et progressive pour qu'elle distille la moindre sensation, et plus encore que d'en devenir anecdotique, elle en devient décevante. On en vient ensuite à attaquer le top hat de la bête, qui nous permettra de faire demi-tour, un top hat qui subit lui aussi la malédiction propre à beaucoup de top hats modernes, c'est-à-dire celle de posséder des lames de frein à son sommet. Là, va vraiment falloir arrêter avec ça, c'est juste plus possible. Un top hat, c'est fait pour t'aspirer dans le vide tout en te faisant décoller ton arrière-train. C'est fait pour être traversé sans répit, sans temps mort, c'est fait pour aller te confronter immédiatement au vide auquel il te destine. On est déjà lancé, on s'est déjà tapé une partie de circuit et du launch juste avant, on n'a pas besoin de subir cette dramaturgie de dive machine qui ne fonctionne pas du tout ici, et qui se traduit juste par une perte de rythme tout à fait dispensable. Alors oui, il aurait très probablement fallu revoir le layout qui suit le top hat si celui-ci avait été différent, mais faut vraiment qu'on se mette en tête que le but d'un top hat, c'est pas de nous faire languir au sommet en tuant toute possibilité d'airtime, mais de nous tirer vers le sol pour nous faire comprendre sans détour ce que signifie le principe de la gravité. Après ce top hat très beau à l'extérieur mais malheureusement assez dispensable à l'intérieur, nous nous attaquons à un vertical loop bien intense et bien écrasant comme on les aime. Le genre d'élément qu'on traverse sans hangtime désagréable et en restant bien scotché au fond du siège, donc le genre d'élément qu'on apprécie de retrouver sur un looper. On en arrive ensuite à l'un des airtimes les plus puissants et les plus jouissifs jamais conçus par Vekoma, un airtime qui m'aura fait jubiler à chaque fois que je l'aurais négocié, d'autant plus lorsque je me retrouvais situé à l'avant du train. Là, c'est typiquement le genre de truc qu'on vient chercher sur un roller coaster, c'est sans ménagement et c'est donc tout à fait brillant. On va ensuite chercher un élément très esthétique à l'extérieur mais également très efficace à l'intérieur, à savoir un Batwing qui nous accueille dès l'entrée de la file et qu'on traverse avec tout ce qu'il faut de G positif pour qu'on soit surpris par la puissance d'un élément pourtant si étiré mais au sein duquel nous ne perdrons pas en intensité. Un élément acrobatique, aérien et tout en souplesse qui sera traversé sans qu'aucun problème de confort ne vienne se poser. Comme quoi entre le Batwing de Goudurix et celui d'Abyssus, il y a eu du chemin de parcouru chez nos amis de Vekoma. Sorti de ce Batwing, on retourne se planquer à l'opposé de l'allée centrale pour aller chercher un EGF turn très étiré, puis une nouvelle bosse qui nous offrira une nouvelle petite dose d'airtime. Et à partir de là, le parcours va souffrir des mêmes affres qu'un autre Vekoma très connu, ouvert il
il y a maintenant quelques années, à savoir Fly. Parce que le coaster de Fantasyland possède un vrai défaut que je ne cesserai de lui reprocher, à savoir celui de ne pas savoir s'arrêter à temps. Eh bien, pour Abyssus, c'est exactement pareil. Car le coaster qui avait réussi à trouver une dynamique très solide passé le second launch s'encroute un petit peu trop dans cette dernière partie, qui proposera des virages entrecoupés d'un corkscrew et d'un wave turn sans trop de saveur, un enchaînement un peu de trop faisant qu'on en arrive à trouver le temps long, et surtout un enchaînement qui nous fait rudement perdre en dynamisme. Et c'est donc avec le sentiment que cette dernière partie aurait clairement pu nous être épargnée que nous arrivons sur les freins finaux du coaster, qui souffle à mon sens un peu le chaud et le froid, car c'est un coaster qui passe assez vite d'un élément excellent à un élément décevant, avec cette volonté de cumuler plein de propositions différentes pour en faire un coaster complet. Mais bien souvent, quand un coaster ne sait pas sur quel pied danser et qu'il veut nous proposer tout à la fois, le côté fourre-tout se ressent, et le résultat en pâtit. Abyssus est globalement un bon coaster, qu'on prendra plaisir à faire, mais qu'on ne pourra que difficilement enchaîner, car le cumul de tours trop rapprochés risquerait de le rendre indigeste. J'aime sa première partie aussi amusante qu'hors sujet, parce qu'on a vraiment l'impression de rider un family coaster nouvelle génération, donc un truc qui ne prendrait pas les gosses pour des petits morceaux de sucre, mais qui resterait tout de même vigilant à ne pas tartiner trop fort ses passagers, un entre-deux faisant office de mise en bouche tout à fait efficace. Je me vois néanmoins contraint de me plaindre du second launch qui est une misère de launch, sans sensation particulière, mais particulièrement poussif. Après, on alternera le bon et le moins bon, avec un top hat gâché par ses trim breaks et une seconde partie de parcours tout à fait jouissive, avec des inversions bien chargées en G et de la bosse bien agressive pour vous faire décoller du popotin. La fin, quant à elle, s'éternisera trop longtemps et on en viendra à se demander quand est-ce que ça s'arrête, exactement comme on peut le faire avec Fly. Un bon coaster qui rate la marche de l'excellence et un coaster auquel je préférerais le modèle réduit situé lui aussi à Energylandia, à savoir Formula, qui est un exemple d'efficacité avec un circuit hyper court mais au rythme diablement soutenu, sur lequel chaque mètre parcouru fait sens et se déguste. Concernant Abyssus, si vous voulez en profiter dans les meilleures conditions, je vous recommande vivement de vous placer à l'avant, parce qu'il y a une nette différence entre l'avant et l'arrière, et si vous voulez en tirer le meilleur, c'est bien devant que ça se passe. Cette visite aura également été l'occasion pour nous de retourner saluer des têtes connues, en commençant donc par Zadra, l'énorme Highbox Track signé des petits génies de l'Idaho, j'ai nommé RMC. Ce coaster ouvert en 2019 est donc à l'heure actuelle le coaster le plus haut jamais conçu par le constructeur américain, la bestiole culminant à 62,8 mètres. Oui, la décimale a son importance, car Zadra fait en réalité 30 cm de plus que le meilleur coaster du monde, lui aussi signé RMC, à savoir Steel Vengeance, qui culmine quant à lui à 62,5 mètres de hauteur. Vous êtes bon en maths, c'est bien. Zadra, c'est toujours aussi superbe, mais c'est néanmoins l'un des RMC les plus doux qu'il nous ait été donné de faire, notamment dû au fait que sa deuxième partie s'avère beaucoup plus soft que la première. Sa première partie est toujours aussi phénoménale, avec notamment sa première drop qui devient complètement ahurissante à l'arrière, avec son inclinaison à 90 degrés qui fait office de gouffre et son airtime à faire pâlir un ours polaire. La petite bosse dans la structure est folle, l'airtime au sommet de la bosse cassée sur le demi-tour est dantesque, et le stall est très clairement dans le top 10 des meilleures inversions du monde tant il est hallucinant. D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est le meilleur stall que j'ai eu l'occasion de rider, et de loin. Parce que là, c'est un très long moment la tête en bas, sans pendouiller dans le harnais, le tout dans un équilibre parfait, faisant qu'on a vraiment l'impression de tricher avec la physique. C'est vraiment un élément qui s'érige en œuvre d'art. La suite du parcours n'est pas en reste, avec notamment un overbank turn qui vous chasse vers l'extérieur dans un superbe mouvement de bascule et une vitesse soutenue tout du long. On regrettera néanmoins le manque de G positif sur le seul vrai camelback du parcours, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais on adorera toujours autant le zero G-roll au sein de la structure, le double up qui lui succède, et ce final qui fait décoller des fesses sur un EGF turn de très proche du sol avant de nous balancer dans un nouveau zero G-roll qui nous prend vraiment en traître en nous faisant pivoter dans le sens contraire à celui auquel s'attend notre cerveau à ce moment-là. Et cette fourberie, c'est vraiment la signature du RMC, celle qu'on aime à retrouver et celle à laquelle on prend toujours autant de plaisir à se confronter. Au final, le vrai gros défaut de Zadra, c'est que c'est trop court et que c'est un échantillon de Steel Vengeance auquel on a toujours envie de le comparer, Steel Vengeance étant plus puissant en tout et plus fourni en tout. Zadra est vraiment un coaster sur lequel on n'aurait pas du tout été contre avoir quelques 200 mètres de parcours supplémentaires, parce que vu la vitesse à laquelle on arrive sur les freins de fin de parcours, le train avait encore largement d'inertie pour nous faire franchir quelques autres dingueries dont nos amis de RMC ont le secret. Autre tête connue qu'on était curieux de pouvoir retrouver, c'est Hyperion, un méga coaster Intamin ouvert en 2018, qui est visible d'à peu près partout dans le parc, tant sa hauteur lui permet de dominer l'horizon. Ah bah ça, faut dire qu'avec ses 77 mètres de hauteur et sa drop de 82 mètres, difficile pour lui de passer inaperçu. D'ailleurs, c'était amusant de constater que la bestiole fait toujours son petit effet au
auprès des first-timers, qui étaient impressionnés par la stature de la machine lorsque nous sommes arrivés sur le parking pour la première fois, Hyperion étant la première chose qu'on voit en arrivant à Energylandia. Et je peux comprendre que ça puisse intimider, oui. Et rappelez-vous, le premier reproche qu'on avait pu faire à ce coaster, c'était concernant son confort sur les places extérieures, qui faisait subir aux riders des vibrations particulièrement désagréables qui entachaient très clairement le plaisir de ride. Et bien là, miracle, je ne sais pas ce qu'Intamin a bricolé depuis notre dernière visite, mais force est de constater que le confort s'est très grandement amélioré, car si quelques petites vibrations persistent, elles restent très largement supportables, et ne viennent en rien amenuiser le plaisir qu'on peut trouver à rider une machine aussi excellente que celle-ci. Hyperion, c'est un très grand lift qu'on grimpe assez rapidement, mais paradoxalement suffisamment lentement pour qu'on ait le temps de se rendre compte de sa hauteur, un peu à l'image de ce que fait Fury 325 à Carowinds. C'est ensuite une première descente absolument dantesque inclinée à 85 degrés dont on a largement le temps de profiter et qui nous satellise vitesse grand V, et c'est lancé à 142 km/h qu'on amorce le creux de cette drop avant de venir chercher un airtime totalement jouissif sur un camelback qui ouvre nos voies de communication directe avec le paradis. Arrive après cela le meilleur élément du parcours avec une dive drop phénoménale qui nous fait basculer de manière si soudaine qu'on en viendrait presque à se demander si on est toujours installé sur le train ou si on s'est fait éjecter à l'extérieur. Dommage de fait que le camelback suivant soit si avare en jet négatif, parce que celui-ci souffre clairement de la comparaison avec les éléments précédents. On finit sur une seconde partie de circuit proche du sol et tout en nervosité qui nous fait autant chasser des fesses que décoller du siège lorsque les jets négatifs s'invitent à la fête sur les derniers bunny hop. Quel plaisir de retrouver ce coaster, surtout de le retrouver libéré de ses problèmes de vibration qui rendaient certaines places totalement rédhibitoires, notamment les places arrière extérieures. Là, c'est juste jouissif, et si un jour Intamin était capable de faire de même avec Furious Baku à PortAventura, on sabrerait instantanément le champagne pour célébrer la performance. Ah tiens, j'entends d'ici les plus assidus de ma chaîne me dire qu'on n'a pas encore vu une trace d'un épi de maïs, se demandant de fait si le parc avait décidé de se débarrasser de cette déco pas forcément des plus heureuses. Eh bien, soyez rassurés immédiatement, car non, Energylandia ne s'est pas débarrassé de ses épis de maïs, et je dirais même plus, il y en a davantage qu'avant. Des épis de maïs en veux-tu en voilà, disséminés un peu partout, et présentés fièrement comme un philatéliste vous présenterait sa collection de timbres. Et comme dans la chanson Le Zizi de Pierre Perret, il y en a pour tous les goûts. Et là, avec Zadra et Hyperion, on est quand même sur un argument de poids pour vous donner envie de venir découvrir Energylandia, ou de venir redécouvrir cette destination qui possède certainement le Guinness World Record du plus grand nombre d'épis de maïs en résine du monde. Bon, on est au mois d'octobre, et qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween, un événement à côté duquel presque plus aucun parc ne veut passer, tant celui-ci s'avère lucratif. Certains étant même capables de faire le quart de leur chiffre d'affaires annuel sur les 2 semaines d'ouverture pour Halloween. Donc cet événement est devenu un incontournable pour la plupart des parcs d'attractions, et Energylandia n'échappe pas à la règle. Le parc dispose donc d'une scare zone dédiée qui prend place sur la piste du stunt show local. Cette année, la scare zone c'est Hysteria, une zone interdite aux moins de 16 ans, me demandez pas pourquoi tant il n'y a rien de bien méchant. Enfin je le sais, ça sent vraiment l'argument marketing en fait. La zone est décorée pour l'occasion avec une déco que l'on pourrait qualifier de sommaire, voire même parfois d'un peu négligée. Tout fait très cheap, tout fait assez vide, on sent clairement que le parc n'a pas mis le budget pour faire de cette zone éphémère une zone immersive et scénographiée, c'est vraiment le minimum syndical. On a bien quelques éléments de décor, mais trop peu font illusion, et tous semblent avoir été chinés dans des déstockages de farce et attrape ou dans des bennes à ordures de palettes convention. Ça fait vraiment bâclé, tout manque franchement de soin. On a bien droit à quelques acteurs qui essaient d'improviser des séquences de cabrioles pour capter notre attention, et on les remercie de faire ce qu'il faut pour animer cette zone d'ailleurs, parce que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue sonore, c'est quand même un peu triste cette affaire. La zone comporte donc 4 mazes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, parce que comme le laissait préfigurer la découverte d'Hysteria, elles sont toutes absolument vides, incohérentes, peu surprenantes, avec 3 acteurs qui se battent en duel et qui agissent sans conviction. On en a même gaulé un en train de faire sa pause en plein milieu d'une maze, c'est vous dire à quel point ils n'en ont rien à foutre. Il y a également 2 mazes dans le Klugheim du pauvre, situé non loin de l'entrée de Zadra, 2 mazes qui sont apparemment un peu meilleures, mais en même temps, le curseur est placé tellement bas ici qu'elles ne peuvent qu'être meilleures. Donc comme ça, vous le savez, inutile de prévoir d'aller à Energylandia spécifiquement pour Halloween, le parc ne prenant pas du tout l'organisation de cet événement au sérieux et délivrant une copie bien peu reluisante par rapport à d'autres destinations européennes.
européenne. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez du vrai caca culotte en Pologne, vous pouvez toujours vous tourner vers Lost Souls Alley, la maze située en plein centre de Cracovie que nous avions faite il y a 6 ans, qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes, âme sensible s'abstenir. En sortant de cette scare zone pas franchement folichonne, nous serons allés faire un tour de speed, le Water Coaster Intamin, pour lequel mon avis n'a pas changé d'un iota. Je trouve ces machines aussi imposantes qu'inutiles, avares en sensations, particulièrement molles et peu inspirées. Je leur préfère même les Water Coaster Mac, qui sont pourtant des modèles que je ne porte pas franchement dans mon cœur, et ça, c'est pas peu dire. Le parcours, tout en linéarité, en est presque risible. Il y a vraiment peu de choses à en tirer à bord. C'est vraiment des coasters pour lesquels je ne porte que peu d'intérêt. Le genre de machine qui coûte une véritable fortune pour ne rien proposer de bien transcendant. J'ai bien compris que certains en ressortaient complètement rincés, mais Divertical à Mirabilandia ne m'avait pas trempé. Je n'avais pas été trempé non plus sur Speed lors de ma première visite, et toujours pas lors de cette visite-là. Donc je ne peux même pas lui concéder cette qualité. Bon, tu me diras, la flotte en octobre et surtout en Pologne, on peut aussi s'en passer, mais là je vous parle du fonctionnement intrinsèque de l'attraction, avec des comportements trop versatiles pour me convaincre. Parfois ça mouille pas, un bon water ride ça mouille de tout temps. Point barre. Bref, on est vraiment ici de l'ordre du aussitôt fait, aussitôt oublié. Non, si tu veux vraiment prendre ta dose de flotte à Energylandia, il y a un truc qui paie vraiment pas de mine, mais qui saura se montrer redoutablement efficace. Puis là, le soleil se couche, il fait 4 degrés, donc c'est vraiment les conditions idéales pour aller poser notre cul là-dedans. Et ce truc, c'est Tofifi Goldmine, un petit flume signé SBF de 180 mètres de long qui suffira à vous humidifier pour tout le reste de votre journée. Tofifi, c'est une marque de caramel allemand absolument dégueulasse, et c'est aussi cette petite bestiole ultra vicieuse qui saura astucieusement profiter de l'énorme retour de vague provoqué par la première descente pour vous arroser jusqu'au tréfonds de votre âme. Le circuit est un parcours de foire classique, proposant donc une première descente, puis une seconde dont on doublera la hauteur. Mais c'est surtout cette première drop qu'on gardera en tête, parce que celle-ci n'épargnera personne, et vous arrosera davantage que le shoot de shot local, que le Water Coaster Intamin local, ou encore que le raft local nommé Jungle Adventure, sur lequel il manque à la fois la jungle et l'aventure. Pour accompagner les camarades qui n'ont pas le crédit, nous serons également allés poser nos fesses sur Boomerang, l'autre Family Boomerang Vekoma du parc, une bestiole aussi fluide que douce, mais par rapport à laquelle on préférera tout de même Light Explorers, qui propose un parcours qui est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de Family Boomerang Vekoma à l'heure actuelle. Puis, tant qu'à être dans le coin, refaisons donc un tour d'Hyperion, parce que c'est quand même une superbe machine qu'on aimerait bien avoir un peu plus près de chez nous. À la nuit tombée, nous arpentons ce parc qui est absolument immense, faut-il le rappeler, et en profitons pour le voir s'illuminer, car s'il n'est franchement pas beau de jour, celui-ci dégage un peu plus de charme quand il est tapissé par l'obscurité, une obscurité camouflant ses défauts et mettant en valeur ses éclairages d'ambiance. Voilà, la fumée qui se dégage du volcan, c'est le genre de détail qu'on aime retrouver dans un parc, et qu'on voudrait voir un petit peu plus souvent à Energylandia. On poursuivra donc notre randonnée nocturne pour aller faire du Abyssus et du Formula de nuit, pour me permettre de conforter le fait que je préfère le petit au grand, et de conforter le fait que David a effectivement vaincu Goliath. Puis nous retournerons du côté du Klugheim du pauvre, qui prend lui aussi un peu plus d'épaisseur à la nuit tombée, afin d'aller rider Zadra de nuit, parce que rider une bestiole comme celle-ci dans l'obscurité, ça fait clairement son petit effet. D'autant que Zadra est certes éclairé à sa base, mais une fois à bord, la structure de la bête aide beaucoup à conserver la dite obscurité, donc on ne voit absolument rien durant notre tour, faisant qu'on ne peut pas anticiper les éléments que la bête bien chaude après avoir tourné toute la journée nous donne à négocier. C'est donc purement jouissif, purement époustouflant, et on se dit qu'on est quand même très heureux de pouvoir apprécier des bestioles comme celle-ci sur le continent européen. Et c'est ainsi que s'est achevée notre visite à Energylandia. Un bilan sur le parc, Dubik? J'allais vous le proposer, oui. Energylandia est déjà un parc au rapport qualité-prix imbattable en Europe, avec une entrée à 33 € pour une offre absolument pléthorique, d'autant qu'il y a souvent des offres du type une journée achetée, une journée offerte, et cette tarification, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le vieux continent. Le parc comporte quelques très beaux arguments pour les aficionados de roller coaster, avec Zadra, Hyperion, Formula ou encore Abyssus, vous aurez clairement de quoi faire, même si les files d'attente de 15 km de ces attractions vous limiteront dans votre volonté d'en enchaîner les tours. Pas qu'il y ait du monde, hein, juste que les files sont factuellement très longues, de l'ordre de 400 mètres à parcourir pour aller de l'entrée de la file de Zadra jusqu'à la gare. C'est débile. Après, au sein de cette offre pléthorique, il y a aussi beaucoup de saloperies. Parce que si j'ai déjà entendu des gens dire qu'Energylandia était le Cedar Point d'Europe, je me dis clairement que ces gens n'ont jamais mis un pied à Cedar Point. Parce qu'à Cedar Point, on a tout autour de nous des machines à 25 millions de dollars. À Energylandia, on a tout autour de nous des crédits SBF moisis, du Junior Vekoma et 4 coasters de vraiment bonne qualité. Après, 4 coasters de ce niveau-là, beaucoup de parcs en Europe ne proposent effectivement pas ça, mais on est quand même à des années-lumière d'un Cedar Point.
Côté opérationnel, pas grand chose à dire, c'est assez efficace, sauf lorsqu'on arrive à 30 minutes de la fermeture du parc, moment pendant lequel les opérateurs rentrent les trains au garage pour ne plus laisser qu'un seul train sur le parcours, prolongeant donc très fortement les temps d'attente. Une donnée qu'il faut bien avoir à l'esprit pour prévoir votre programme du soir. Sachez aussi que les opérateurs ont une fâcheuse tendance à appuyer comme des bourrins sur les lap-bars au moment de leur vérification, donc essayez de vous placer de sorte qu'ils ne vous aplatissent pas comme une crêpe au fond de votre siège, l'idée étant quand même de pouvoir continuer à respirer. Autre point positif après le prix de l'entrée, on peut parler du prix de la restauration, qui est tout à fait abordable, en plus d'être de plutôt bonne qualité. Mais ça, les prix, c'est vraiment un argument évident pour nous citoyens de l'Europe de l'Ouest, tant notre pouvoir d'achat est supérieur à celui d'un Polonais moyen. C'est un peu comme un Suisse qui trouverait un parc français très abordable, c'est une évidence. Energylandia est un parc récent, ouvert rapidement et dans un pays où la culture du parc d'attractions n'en est qu'à ses balbutiements, et ça se ressent. Le master plan est absolument bordélique, rien n'est optimisé, on se retrouve parfois dans des cul-de-sac en se demandant comment on a fait pour se retrouver là, et la gestion des flux est assez problématique, notamment en ce qui concerne ce tunnel sous la route permettant aux visiteurs de passer d'un côté à l'autre du parc. De même, le parc est certes très propre et très bien entretenu, mais il est aussi particulièrement moche et totalement incohérent. J'avais eu l'espoir que la zone de Zadra soit une porte ouverte vers une prise de conscience de la part de la direction du parc que de soigner la thématisation de ses quartiers, mais l'état global d'Aqualantis et de Sweet Valley m'ont fait comprendre qu'on était loin du compte, et que le parc a encore un très long chemin à parcourir avant d'atteindre les standards actuels des parcs européens de son acabit. Pareil, si dans l'épisode consacré à Busch Gardens Williamsburg, j'avais pu conclure en disant que le parc n'était pas fatigant, dans le sens où on ne vomissait pas de la musique Spotify diffusée de manière ininterrompue dans les allées, à Energylandia, j'en serais presque à réclamer de la musique Spotify. Parce qu'il y a des haut-parleurs absolument partout qui diffusent en boucle les 5 mêmes chansons toute la journée. 5 chansons. Je peux vous dire qu'au 3e jour de visite, c'était clairement de la torture. Et là, je plains très clairement les employés qui se tapent ça toute l'année. Et pour que vous quittiez plus rapidement Energylandia le soir à la fermeture, le parc diffuse en boucle une seule et unique chanson. Et le volume est vraiment très élevé. Ça en devient presque insupportable, ça tape sur le système et sur les nerfs, et c'est franchement pas possible de faire des trucs pareils en 2025. Admettons qu'à la fermeture tu sois à Abyssus et que tu doives traverser tout le parc pour revenir à l'entrée, la fameuse chanson qui passe en boucle le soir, tu l'auras entendue au moins 8 fois. Et quand c'est pas des chansons diffusées dans les haut-parleurs, c'est le parc qui fait de la pub avec une voix qui abuse bien trop des fréquences graves, te harcelant pour visiter leur scare zone sans intérêt, c'est franchement fatigant. Au final, on aura passé un bon séjour à Energylandia, qui est un parc qui nécessite 2 jours de visite pour pouvoir tout faire tranquillement si vous le visitez pour la première fois et que vous chassez les crédits. Attention cependant, ça va vraiment ressembler à un marathon de dégustation de caca, tant il y a de crédits à la con à choper. Si toutefois vous vous en foutez de chasser les crédits et que vous ne cherchez que des coasters de qualité, une journée de visite suffit amplement, parce qu'à part Zadra, Abyssus, Formula et Hyperion, vous n'aurez pas grand chose à faire, si ce n'est effectivement du Light Explorer, ce qui reste un petit junior sympa. Parce qu'à Energylandia, il y a certes 3000 flat rides, mais aucun n'est intéressant. Côté water ride, à part le mini flume qui est rigolo malgré lui, il y a rien, et globalement l'offre en attraction est assez médiocre. Mais bon, pour les quelques petites merveilles dont il dispose, à savoir quelques coasters qui sont clairement parmi les meilleurs d'Europe, ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est un parc que je visite toujours avec plaisir, mais pas le même plaisir que je pourrais prendre dans un Liseberg ou dans un Efteling par exemple. C'est un plaisir un peu bas du front, oui, totalement assumé, on est presque de l'ordre du plaisir coupable, quand bien même le parc propose quelques attractions qui sont vraiment des têtes de file, qualitativement parlant, en Europe. Bah ouais, du Zadra ou du Hyperion, sachant qu'en plus Hyperion s'est miraculeusement départi de ses problèmes de vibration, c'est quand même des attractions qui valent amplement le déplacement. Après oui, c'est un parc qui est bourré de défauts et qui est clairement sans âme. C'est un fourre-tout un peu improbable et même un peu grotesque, où se côtoient d'un côté du RMC et du Intamin avec du SBF, tout ce qu'il y a de plus bas de gamme. En termes de théma, vous l'avez compris, il y a de temps en temps des endroits où on se dit bah tiens, ils ont quand même essayé de faire quelque chose, mais à la limite on aurait même préféré qu'ils tentent absolument rien du tout, et qu'ils se contentent de planter des arbres et de planter des parterres de fleurs. Ah bah c'est mieux que les furoncles thématiques qu'ils ont pu nous pondre avec par exemple l'entrée de Chocochip Creek quoi. Je vais pas vous cacher que je m'attendais quand même à mieux en ce qui concerne les zones Sweet Valley et Aqualantis, hein, j'ai vraiment pris une douche froide, alors peut-être que je suis un peu naïf, hein, mais là c'est vraiment ni fait ni à faire. Après faut bien dire que c'est pas pour la thématisation qu'on va à Energylandia, hein, le leitmotiv premier ne peut pas être autre chose que celui d'aller gratter une quantité gargantuesque de crédits, parmi lesquels une petite quantité comme ça d'attractions indéniablement qualitatives. Alors surtout ne prévoyez pas de faire de longs séjours à Energylandia, ça ne rime strictement à rien. 2 jours suffisent amplement à faire tout le tour du parc, y compris si vous voulez faire toutes les petites bouses à votre rythme, tranquillement, et même refaire les attractions qui vous ont plu, tandis que si vous ne cherchez qu'à faire des attractions de qualité,
réalité, une journée suffit largement, quand bien même le parc est très grand. Mais là, faut savoir qu'on est vraiment sur de la quantité plus que sur de la qualité. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Energylandia, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. D'autant plus que je peux pas vraiment compter sur l'aide de l'algorithme pour me filer un coup de pouce, donc ma seule aide, c'est vous. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous partirons à la découverte de ce que j'aime à appeler le SeaWorld de Belgique, à savoir Boudewijn Sea Park. Et là, je peux vous dire que ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais pour se réconforter, on retournera ensuite aux États-Unis pour partir à la découverte de King's Dominion, parc abritant un certain Intimidator 305. Et jusqu'à cet épisode qui sera donc consacré à Boudewijn Sea Park, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Energylandia, Energylandia, świetna zabawa przez cały dzień. Energylandia, Energylandia, to jest zabawa przez duże Z. J'ai dit pas cette chanson, merde! Merci!